lundi 23 septembre. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Pour vous aujourd'hui, c'est le retour sur le week-end de course qui se déroulait sur le circuit de Marina Bay à Singapour et on débute maintenant avec la journée de samedi. Il est maintenant temps d'aller rejoindre notre collaborateur. Il est l'auteur historien du livre La Formule 1 au circuit, Gilles Villeneuve. Kevin Fontaine, re-bienvenue au F1 Podcast. Salut Martin, merci de m'accueillir encore une fois, ça va bien? Ah oui, ça va super. C'est le temps de parler aujourd'hui de Singapour. On a eu un bon week-end de course. Peut-être que dimanche, tu nous as laissé un peu sur notre appétit. Pour ma part, ça m'a Mhm. pas surpris. Si tu as écouté, puis je suis certain que tu étais au rendez-vous, l'épisode de vendredi avec notre collaborateur François Goulet qui était là en remplacement de Jean-Christophe Trahan. Singapour, c'est pas mon circuit favori. Peut-être Mhm. plus le samedi. Je pense que le samedi, ça a été à la hauteur. Circuit très technique. Mais dimanche, là, on va en revenir un peu plus tard. Là, ça n'a pas été. Donc, ça n'a pas passé à l'histoire, on pourrait dire. Non, c'est ça, c'est toujours un circuit. Je trouve que c'est un circuit intéressant parce que c'est le premier Grand Prix de nuit qu'on a eu de l'histoire de la F1 en 2008. Puis c'est ça, comme tu as mentionné, c'est un circuit qui est très technique, une piste très technique et très exigeante pour les pilotes. Moi, je trouve que c'est toujours fascinant de les voir à l'œuvre sur ce circuit urbain-là, qui est déjà à sa 15e édition. Ouais, Ça exactement. ça passe vite. Ouais, ça passe vite. Les murs qui bordent la piste sont toujours prêts à punir les pilotes qui prennent un peu trop de risques et l'erreur peut être très coûteuse. Oui, parlons-en des erreurs coûteuses. Bien, on en a vu une grosse durant la période de qualification. Ça a été Carlos Sainz, celui qui avait remporté le Grand Prix la saison dernière. C'est le seul Grand Prix qui avait été remporté par un pilote autre que Red Bull. Donc, tous les 21 autres avaient été remportés soit par Sergio Perez ou Max Verstappen. Eh c'est lui qui a payé le plus cher. Et comme une expression que tu aimes bien employer, il a payé ce cash. Disons que aussitôt que sa voiture a dérapé, eh bien, c'était fini pour lui. La bonne nouvelle, c'est que c'est arrivé en Q3 et au moins, il a pu au moins s'élancer de la 10e place. Est-ce que t'aurais-tu pensé voir plus de drapeaux rouges? Tu étais un peu surpris que ça a été Sergio, plutôt Carlos Sainz qui s'est fait prendre la pied sur l'accélérateur plutôt que d'autres pilotes? Ben, je veux dire, c'est une erreur, ça peut arriver à tout le monde. Même Verstappen, qui a failli se mettre dans le mur aussi, au même virage, un petit peu plus tôt dans la séance. Il est parti assez vite en Q2, là, au dernier virage, mais il a fait tout un contrôle. Il a bien réussi à maîtriser sa voiture. Donc, c'est ça. Malheureusement, pour Sainz, ben, ça a été un peu le malheureux là, qui a perdu l'arrière de sa voiture, perte de contrôle, qui termine dans le mur. Donc, c'est dommage. Et comme tu as dit, au moins, c'était en Q3. Donc, moi, il a pas fait ça en Q1. Si je prends l'exemple de Lance Stroll l'année passée, qui a eu une grosse sortie de piste au même endroit, ça a été assez violent. Mais la Ferrari était quand même passablement endommagée. Ils est tellement violent pour Lance Stroll qu'il n'avait même pas été capable de courir le lendemain. On Mhm. avait préféré, c'était remonter la voiture, elle était tellement endommagée, puis même lui, on voulait être sûr que tout était correct. Tu sais, qu'on avait décidé de ne pas prendre plus de risques, de ne pas l'envoyer dans la voiture de cette journée-là. Je pense pas qu'on aurait pris la même décision du côté de Ferrari quand on sait la course au championnat qui se décide. On est encore dans le portrait pour du côté des constructeurs. Donc à ce moment-là, je suis certain qu'on n'aurait pas nécessairement pris. C'est sûr que s'il avait été blessé gravement, on n'aurait pas eu le choix, là, mais à ce moment-là, c'est un peu une autre situation qui se présentait. Côté de Verstappen, ben, tu fais bien d'en parler. Je pense qu'il n'y avait pas le choix non plus. Il était à la limite tout au long du week-end. Lui, ça a été ma surprise de la journée, même si peut-être que je me suis fait prendre un peu aller à contresens d'un triple champion du monde, un gars qui nous a habitués depuis qu'il est en F1 d'aller toujours être en mesure d'aller chercher la limite de sa voiture. Je l'attendais pas là. Vendredi, dans mes prédictions, je pensais même que c'était l'opportunité pour McLaren de créer un plus gros écart au championnat, non seulement des pilotes, mais des constructeurs, que Red Bull, si on était capable de percer le top 10, ben, ça serait un exploit en soi. Mais coup de théâtre, il se retrouve deuxième tout de suite en arrière de son rival au championnat des pilotes, c'est-à-dire Lando Norris. Ça, ce côté-là, je ne l'attendais pas là, puis je pense que toi non plus, hein. Non, c'est ça. C'était pas un circuit où Red Bull devait briller, ou en tout cas que Verstappen aurait réussi à porter la voiture en deuxième place.
Perez, ça a été plus difficile. On l'a vu lors des qualifications. Ça prend un champion du monde pour réussir à extraire le maximum d'une voiture comme ça, puis à sortir des tours parfaits comme ça, comme Verstappen a réussi à le faire. Et c'est ça. Moi non plus, je ne m'attendais pas à avoir une Red Bull en deuxième position. Puis en plus, comme tu dis, d'extraire le maximum, mais d'être capable de doser le risque, que même que quand ça a l'air dangereux, puis qu'on frôle pratiquement la perte de contrôle, mais que lorsqu'on franchit le fil d'arrivée, on voit que le tour est compétitif pareil, là. Il Mhm. comprenait que même s'il poussait la voiture à la limite, puis que c'était pas nécessairement super beau, ou que parfois on disait l'année dernière que la Red Bull avait l'air complètement d'être sur des rails, tellement tout était droit. Ben là, c'était tout le contraire, mais on réussissait quand même à faire des temps compétitifs. Quand on parle de temps compétitif, ben on était à quoi à peine un petit peu plus que 2 dixièmes, donc trois, je Ouais. pense qu'on était à 3 dixièmes de Lando Norris pour la journée, mais on a quand même tombé sous la barre des 1:30, allé à 1:29,728 et 1:29,525 du côté de Lando Norris. La McLaren qui semblait encore très dominante autant lors des périodes d'essai libre qu'en qualification. Je pense que Lando Norris, on attendait une belle performance de sa part. Il avait d'une certaine façon, il avait à se racheter pour ce qu'il avait fait à Azerbaïdjan. Je pense qu'il avait sacrifié des points importants. Non, pas nécessairement lors de sa course. Je pense dans la course le dimanche dernier, il s'est bien rattrapé, mais c'est plutôt en qualification que ça lui avait coûté cher. Donc, il y a fort à parier là, qu'il y avait une petite note à son dossier là, de bien performer le samedi. Là, il était pas prêt à échapper ça 2 samedis de suite. Là. Non, c'est ça. Puis c'était vraiment l'homme en forme ce week-end à Singapour. Il était dans le top 2 de toutes les séances d'essai. Et, comme tu l'as mentionné, évidemment, en pôle pour ce Grand Prix-là. Il semblait voler sur la piste tellement il était à l'aise. Et il était, comme tu dis, la Red Bull était sur les rails l'année passée. Ben là, c'était la McLaren qui était vraiment sur les rails. Puis c'est un circuit où il faut être en confiance. Il faut être en confiance totale pour réussir à sortir un tour parfait parce que c'est, comme tu as dit l'expression, on paye cash tout de suite. C'est inévitable. Les murs, les rails sont à proximité. Donc, ça pardonne pas. Et Norris semblait très confiant dans sa voiture. Il semblait très à l'aise. C'est pour ça qu'il a signé la pole position. Sa troisième en 5 Grands Prix. Donc, quand même, assez intéressant de ce côté-là. C'est sa sixième en carrière. On peut dire qu'il a rejoint des gros noms comme des champions du monde, Alan Jones, Emerson Fittipaldi et Phil Hill. Donc là, on remonte quand même assez loin. Mais c'est un beau trio de champions du monde. Puis quand on regarde, en plus, tu parles du circuit de Singapour, ce que tu peux payer cash, mais on regarde, non seulement c'est pas large, les murs sont très près Mm. de la piste, on dit c'est très sinueux comme tracé, mais il y a aussi le fait que comme c'est un tracé urbain, pratiquement, ben, on dit jamais utilisé à part pour la F1, sinon c'est Mhm. les voitures de Monsieur Tout-le-Monde qui se promènent dessus. Alors la piste est beaucoup moins large que ce qu'on peut l'imaginer parce qu'aussitôt qu'on sort un peu de la ligne de course, ben là à ce moment-là, on ramasse les débris, on ramasse ces saletés-là, et c'est là qu'on peut se ramasser assez vite à aller faire un voyage dans le mur parce que ça devient extrêmement glissant. On perd cette fameuse adhérence-là qu'on a de besoin. Donc, non seulement il faut être téméraire, mais il faut aussi être très vigilant et très précis dans nos coups de volant parce que aussitôt qu'on se trompe un peu et qu'on décale la voiture, ben à ce moment-là, on part en dérapage. Comme tu disais, Verstappen, qui a failli aller visiter le mur, Carlos Sainz, que ça a été instantané, la voiture lui a lâché. Et puis, du côté de Lando Norris, lui, ben, on voyait en parfait contrôle. Il savait les risques qu'il pouvait prendre. Mais tout au long du week-end, on a vu des pilotes soit aller frôler, soit aller cogner le mur ou embrasser le muret. Puis parfois, on voyait même que dans les temps, c'était quasiment la bonne recette à aller chercher. Ils ont réussi à le toucher un petit peu, mais pas trop. On voyait que les temps qui étaient quand même compétitifs à ce moment-là. Eh bien oui, Norris qui signe la pole, là, on devait se dire, c'est est-ce que ça sera la bonne cette fois-ci? Parce qu'il en a eu plusieurs poles depuis le début de sa carrière. Et puis, il avait un record assez exceptionnel du fait que à tous les fois qu'il signe une pole, mais avant même le premier tour, il n'est plus en pole. Il perd cet avantage-là qu'il réussit à se négocier le samedi. Et c'était même arrivé une fois de plus, la pole qu'il avait eue en sprint au début de la saison. Et bien après le premier virage, il avait laissé le bon vieux Lewis Hamilton lui a passé à l'intérieur avec une mauvaise stratégie. Là. Norris avait plutôt favorisé l'extérieur, ce qui était un peu douteux là, comme stratégie. Et là, c'est sûr que l'on se dit, est-ce que ça va être la bonne fois cette fois-ci? C'est sûr que Singapour, c'était de son côté parce que plus de 60% des pilotes qui signent la pole
réussissent normalement à remporter l'épreuve. Alors, il mettait beaucoup de chance de son côté et la pression était pour lui le lendemain là, de veiller à ce qu'ils peuvent finalement concrétiser une pole position en victoire. Là, une chose est sûre, on le disait, Verstappen, on a contrôlé les dommages en se plaçant sur la deuxième ligne. Un aussi qui a été ma surprise parce qu'il semblait vraiment, là, ça semblait pénible, il semblait pas comprendre la voiture. Puis on le sait que c'est un circuit sur lequel il a eu beaucoup de succès dans sa carrière, donc c'est pas un problème que le circuit ne lui va pas. C'était vraiment d'avoir ce confort-là à bord de sa voiture et être assez à l'aise, comme tu disais, pour être capable d'aller prendre les risques. Et c'est Lewis Hamilton. Moi, j'ai été très surpris de le voir être troisième là, tout de suite en arrière de Norris et Verstappen. Oui, effectivement, Hamilton troisième et Russell quatrième aussi, faut le mentionner, les deux Mercedes en deuxième ligne. Ça a bien été dans les qualifications. On a gagné en rythme au fur et à mesure que la séance a progressé. Parce que vendredi, on était assez perdu dans les réglages avec manque de traction là, en sortie de virage lent, puis beaucoup de sous-virage du côté de Lewis Hamilton. On a fait des améliorations, ça a porté leurs fruits, puis ça a été une belle réussite pour Mercedes qui en a profité pour se qualifier en deuxième ligne. Puis pour la petite statistique, Hamilton il ne s'est jamais qualifié plus bas que cinquième ici. Donc, c'est une piste qui est très à l'aise. C'est une piste qui demande beaucoup de confiance. Puis on sait que Lewis Hamilton, ben, c'est pas n'importe qui. C'est un pilote qui est quand même assez confiant au volant de sa voiture. Donc, voilà, ça a été une belle performance des Mercedes de la journée de samedi. C'est pour ça que je l'attendais. Euh, J'étais surpris tout au long du week-end des problèmes qu'il avait, mais à un moment donné, je m'étais dit, oh, il n'aura pas son top 5 parce que ça semblait tellement pénible. On se Ouais. fiait à ce qu'il dit sur la radio. Je sais que certains vont dire, ah ben Louis, des fois, il est bien négatif sa radio, puis finalement, sa voiture, elle va bien. Mais les résultats qu'on voyait, toutes ces choses-là, c'était la même chose du côté de George Russell. Autant qu'on a eu confiance dans la dernière séance de célib, celle qui a lieu le samedi matin, eh bien, en après-midi, en soirée, là-bas à Singapour, ben là, c'était une autre histoire. Et ça fait deux fois, mais ça fait quelques fois dans la saison que George Russell vient un peu planter le fournisseur officiel de pneus, c'est-à-dire le manufacturier italien Pirelli. Alors, lui, il dit qu'il n'y a aucune, il n'y a pas de constance dans les produits qu'on offre. Donc, il parlait de la température dans ses gommes. Il dit, on était capable, on n'a pas changé les réglages, on était dans des températures semblables, puis là, on a des résultats complètement différents. J'ai pas la même température dans un pneu versus l'autre. En tout cas, il s'est plaint énormément à la radio. Donc, lui aussi, tu le mentionnes, de le voir arriver quatrième. Je ne l'attendais pas là non plus avec les commentaires radio qu'on avait. Il semblait le savoir qu'il avait la performance. Il a même mentionné que ça n'avait pas été une histoire de pneus et il croyait être en mesure de compétitionner pour la pole avec Lando Norris. Ça serait c'est une autre histoire, ça. Mais déjà d'arriver là, quatrième, Russell, j'ai trouvé ça bien. Du côté de Oscar Piastri, ben lui, c'était un peu plus, je dirais, plus compliqué parce que c'est sûr que c'est un pilote de deuxième année. On a tendance à l'oublier avec sa belle performance à Azerbaïdjan aussi. C'est sûr que là, en ce moment, des fois, on monte un peu nos attentes. Je pense qu'il a bien fait. Il a réussi à suivre le peloton. C'est sûr que quand ton coéquipier est en pôle, tu t'attends peut-être de le voir au moins deuxième. On est dans une bagarre au championnat. Il y a aussi le fait que lorsque Carlos Sainz a eu sa sortie de piste, ce qui a enclenché un drapeau rouge en fin, après la moitié à peu près de la séance de Q3, là, Piastri était un des seuls avec Hülkenberg, ils étaient les deux seuls à avoir réussi à enregistrer un temps. Donc, je me dis, ça lui donne un peu un avantage parce que lorsque les voitures ont repris la piste, c'était un peu, c'était tout ou rien, là. Il fallait absolument que les neuf voitures réussissent à enregistrer un temps pour se sortir de là ou à être capable de se trouver une place avantageuse sur la grille de départ, sur un circuit où c'est très important l'ordre de départ. Là. La position en piste là, est vraiment névralgique lorsqu'on est sur un circuit comme ça. Piastri, lui, avec son temps en poche, je dis, il va être en mesure de peut-être pousser un peu plus, prendre un peu plus de risques parce que quand même qu'il sort des limites de la piste ou qu'arrive quoi que ce soit, ben, on a déjà un temps en banque. Mais finalement, ça n'a pas été le cas. Là. Il a signé seulement le cinquième temps. Mais Hülkenberg, lui, j'ai trouvé que ça a quand même été bien. Là. J'ai trouvé qu'il a été capable d'aller un peu plus loin. Puis lui, ça a été une belle surprise aussi de le voir sixième, même si on est rendu habitué là, de le voir pousser sa hase dans le top 10. Mais quand même, lorsque tu t'en viens juste à la sortie du top 5 là, pour Hülkenberg, j'ai trouvé que ça, c'était une super belle performance là, pour sa part. Oui, comme tu disais, Piastri cinquième. Ben lui, il était déçu de sa performance, Oui. Oscar Piastri. Il a pointé à un petit peu plus de 4 dixièmes de Norris. Il a dit, j'ai commis des erreurs ici et là dans mon tour final, puis c'est ça, ça l'a privé potentiellement d'une première ligne, voire d'une deuxième. Alors, c'est pour ça qu'il a été relégué au cinquième rang. Hülkenberg, sixième, ben oui, vraiment formidable pour lui. Puis c'était une grosse occasion d'inscrire des points
pour Haas. Sixième, c'est une très bonne qualification. Plus la séance avançait, plus il grimpait dans la hiérarchie. Puis au final, sixième, c'est excellent. Puis Hülkenberg a encore offert une belle prestation pour l'écurie de Gene Haas. C'est vraiment formidable. Je trouve ça dommage pour Haas de perdre Hülkenberg à la fin de la saison, lui qui s'en va du côté de Sauber, Stack Sauber pour l'année prochaine. Donc, c'est peut-être une perte qui va leur faire mal du côté de Haas. Ouais, c'est certain que ça va leur faire mal, mais moi, j'étais déçu pour les deux parties. Quand je regarde où ce que Stack est depuis le début de la saison, il reste encore Mm. une année de ça avant de Mm. passer à Audi. Je suis content pour Hülkenberg qui va travailler pour une écurie d'usine. C'est un rêve Mhm. aussi pour lui. Audi, c'est allemand. Tout ce qui va être entamé avec ça, la publicité, ce que ça va lui donner dans son après-carrière. On sait là, les portes que ça peut ouvrir lorsqu'on travaille là, pour un géant de l'automobile comme Audi. Tout ça, pour lui, je suis content, mais c'est la saison de transition chez Ouais. Stack que je me dis, ça va être vraiment, ça va être triste l'année prochaine si il est dans les bas-fonds aux côtés là, de Valtteri Bottas, parce que on peut le dire, là, ça ouvre la parenthèse que Valtteri Bottas sera probablement le pilote confirmé au cours de la semaine. Là, on s'en va dans un mois de pause pratiquement avant le prochain Grand Prix qui aura lieu aux alentours du 20 octobre. J'ai pas la date exacte. Là, on s'en va à Austin aux États-Unis. Mais au cours de ces semaines-là, soyez pas surpris. Là, vous pouvez suivre notre page comme vous le faites bien. Vous avez le réflexe là, du F1 Podcast. On va vous tenir au courant. Mais Valtteri Bottas devrait être confirmé comme étant le pilote qui va former le duo avec Nico Hülkenberg. Donc, je trouve ça dommage. Bottas, c'est sûr qu'il est habitué. On le voit depuis qu'il s'est joint à l'équipe de le voir un peu en fond de peloton. Mais du côté d'Hülkenberg, on sait tellement ce qu'il peut faire. Il nous l'a tellement démontré depuis son retour en F1. Donc, ça va me faire un petit pincement au cœur l'année prochaine. C'est sûr que certains diront, ben, si c'est un si bon pilote que ça, il va réussir à emmener la voiture, mais il y a quand même des limites à ce qu'il peut faire, là. Mhm. Bottas, on l'a souvent mentionné ici au podcast, comme quoi il est un des meilleurs pilotes de la grille sur un tour donné pour faire des qualifications. C'est quand même un gars là, qui a eu plusieurs pôles en carrière. C'était chez Mercedes, mais quand même, il était contre Lewis Hamilton et il a quand même réussi à tirer son épingle du jeu à quelques reprises au cours de sa carrière. Donc, de le voir en fond de peloton, être simplement capable, d'être juste en mesure de battre son coéquipier Guan Yu Zhou, ben ça, je trouve que ça va me fatiguer l'année prochaine si Hülkenberg se retrouve dans cette situation-là. Oui, effectivement. Donc, c'est sûr que on va probablement y aller pour l'expérience, pour conserver, dans le fond, un pilote déjà en place en Bottas. Euh, est-ce que ça m'étonne? Pas vraiment, je te dirais. Je me doutais que ça s'alignait vers ça. Par contre, je trouve ça dommage comme on voit un jeune pilote comme Franco Colapinto qui risque de ne pas avoir de volant l'année prochaine avec ce qu'il démontre là, depuis qu'il est arrivé en F1. C'est, ça fait un peu rager, là, si je peux dire. De même qu'on avait eu le nom de Gabriel Bortoleto, qui est le meneur en F2, aussi, qui connaît une bonne saison aussi. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant. C'est une question de timing aussi, hein. Des fois, les occasions sont là, mais le timing est pas bon. Donc, la place est bouchée. Puis là, on va s'enligner vers une prolongation de contrat de Bottas pour un an. Ouais, une saison. Au moins, ça, je trouve que peut-être, c'est sûr que c'est une mauvaise nouvelle pour Valtteri Bottas, puis lui aurait aimé avoir Mhm. plus longtemps, mais un an, ça ouvre la porte à ce qu'on continue notre évaluation et pour le tournant vers Mhm. Audi, ben, on ferme pas la porte nécessairement à se tourner, peut-être même vers un gars comme Théo Pourchaire, qui était déjà un gars à même l'écurie. On avait nommé, tu le disais, Gabriel Bortoleto, qui est probablement, va peut-être être le champion de Formule 2. Tu le mentionnes, mais c'est pas toi c'est toi qui le dis. Fait que là, je n'ai pas le choix de le dire moi aussi. Mais Franco Colapinto, Oui. il fait bien, il fait bien. C'est un peu malheureux de le voir là. J'avais même la question pour toi, là, je vais la devancer. Est-ce que Williams a bien fait d'aller vers Carlos Sainz? Je pense que oui, mais en même temps, Colapinto, c'est un produit de l'écurie Williams. Hmm. C'est un jeune pilote Williams. C'est sûr qu'on va comparer les deux. Sainz, c'est un pilote qui est établi. C'est un pilote qui est là depuis plusieurs saisons maintenant. C'est un vainqueur en Grand Prix. C'est un gars qui a signé des pôles position. On sait qu'est-ce qu'il peut apporter à une écurie. C'est un gars qui a fait beaucoup de passages dans différentes écuries, notamment. Donc, il apporte des recettes ici et là de certaines façons de travailler. Ça peut être bénéfique à une écurie comme Williams. Là, est-ce que la recette va être gagnante? Ça reste à voir. Ça reste à voir, mais je trouve, comme je te dis, je trouve ça dommage de voir qu'est-ce que Colapinto fait en ce moment, mais qui n'aura
peut-être, probablement pas un baquet pour 2025. Je trouve ça dommage. Attendons voir. Peut-être que la porte ne va pas se fermer pour 2026, mais encore là. Mais encore, des fois, on peut tomber dans l'oubli facilement. C'est là qu'on se dit que du côté de Williams, on avait peut-être écourté l'échantillon Logan Sargent, qu'on avait Mhm. pas mal la conclusion pour un certain bout. On avait été voir un peu ce que Colapinto avait nous donné en début de saison. On n'aurait peut-être pas été obligé de se ranger du côté de Carlos Sainz. La chose, par exemple, tu mets le doigt dessus, la chose que Colapinto ne peut pas apporter, eh bien, c'est l'expérience pour développer la voiture parce qu'il y a encore beaucoup de développement à faire. Mais on est forcé d'admettre, encore là, l'échantillon est petit, mais c'est quand même pas des circuits faciles là, depuis qu'il est rentré en poste là. OK pour Monza, mais Azerbaïdjan la semaine dernière, puis aujourd'hui, ce qu'il a fait à Singapour, je trouve que c'était pas facile pour un entrant en F1, mais il nous montre qu'il est capable d'apporter la voiture près de la performance qu'elle est. Si on prend que la barrière de la performance, c'est Albon qui la monte, là, puis on voit que Colapinto est pas très loin derrière, là, il est c'est plus que raisonnable ce qu'il suit. Donc à ce moment-là, je pense que de ce côté-là, c'est mission accomplie pour Colapinto, mais ça reste à voir. C'est sûr que Carlos Sainz, comme tu dis, c'est un pari un peu moins risqué, puis on sait plus qu'est-ce qu'on risque d'avoir en retour de ce côté-là. Il arrive aussi d'une grande écurie, il arrive de Ferrari, il emmène des habitudes de travail. On a James Vowles qui, lui, a eu un parcours chez Mercedes. On a Albon qui a eu un court séjour chez Red Bull. On a fait beaucoup d'acquisitions dans d'autres écuries qui ont connu du succès. Donc, tout ça mis en place à ce moment-là, ben, on espère amener cet esprit-là gagnant pour continuer de faire évoluer Williams. Tsunoda, huitième, belle performance pour Tsunoda. On apportait des améliorations un peu pour Racing Bulls. Au début, une grosse journée vendredi, finalement. Ça s'est peut-être pas nécessairement traduit comme on le voulait en qualification, mais quand même huitième. Aussitôt qu'on met ces voitures-là dans le top 10, on est en bagarre aussi avec Az au championnat. Donc, quand on voit la voiture de Hülkenberg sixième, qu'on voit Tsunoda huitième, je suis certain qu'on se dit mission accomplie. Je peux pas dire pour autant, par exemple, du côté de Charles Leclerc, neuvième. Leclerc qui avait fait un bon temps, mais finalement, il se l'est vu, le temps était effacé puisqu'il a sorti des limites de piste. Il avait aussi, ça a été une victime un peu de son propre coéquipier. Quand je le disais, Carlos Sainz, à cause du drapeau rouge, mais ça a forcé tout le monde à avoir seulement un seul tour, donc on n'avait plus de marge d'erreur. Et celui qui a payé le plus cher de ça, eh bien, c'est son coéquipier Charles Leclerc. Effectivement, donc c'est les deux Ferrari qui ont perdu gros dans les qualifications, comme tu as mentionné avec Leclerc, qui semblait être le principal rival de Norris pour la position de tête, Oui. puis il est contraint de s'élancer neuvième. Moi, je m'avais dit avant la séance de qualification que ça va jouer entre Norris et Leclerc, puis finalement, ben, pas du tout. Pas du tout. Leclerc a été relégué au neuvième rang. On a eu des problèmes de température sur les pneus. Il a dit que c'était principalement dû à la manière de les préparer. Donc, il y a eu un petit problème de ce côté-là, un petit qui en a finalement été un gros quand on regarde sa position en qualification. Ben, j'ai trouvé ça spécial. T'emmènes un bon point parce que ça a attiré mon attention aussi dans ses commentaires. Il dit que c'était relié aux enveloppes chauffantes, c'était avec les pneus avant, Mhm. qu'on avait de la misère à les chercher en température. L'autre petit point qui m'a accroché un petit peu, là, c'est on regarde ça plus tôt dans la journée, lors de la troisième séance de civil. Lors d'une inspection de routine, on a décelé que la Ferrari de Charles Leclerc ne respectait pas la pression des pneus qui est recommandée par Pirelli et qui est mis en place, légiféré par la FIA. Donc, on a trouvé que j'aime pas le mot tricher là, parce que des fois, il y a des erreurs qui se font tout ça, mais je veux dire qu'on jouait là-dessus. On n'avait pas la pression qui était recommandée. Et puis, à partir de là, eh bien, on dirait que ça a comme un peu bouleversé la performance de la Ferrari. Pas tout au long des questions de qualification, mais ça a comme changé un peu notre formule pour monter la température des gommes. Finalement, on a parlé des enveloppes chauffantes au fin de la journée. Tout ça, là, je trouve que c'est... Parce que moi, je l'avais dit dans les séances du vendredi, il y avait Lando Norris, Charles Leclerc et les autres. Puis là, finalement, après Mhm. ça, on a eu une amende de 5 000 $ parce qu'on respectait pas la bonne pression d'un pneu de la Ferrari. Puis après ça, on dirait que c'est venu un peu bouleverser le reste du week-end. Encore là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les paddocks je dirais depuis le début de la saison. On a eu un plancher illégal. On a eu Alpine qui mettait un peu plus de carburant dans le moteur que supposé. Le débit n'était pas correct. On a eu Mercedes qui a envoyé une voiture en piste à Spa-Francorchamps pour un Grand Prix, en sachant très bien que probablement on était sous le poids
limite parce que notre pilote nous avait déjà signalé. Puis là, tout d'un coup, on a Ferrari qui a quand même compétitionné dans les derniers Grands Prix, qui se fait prendre dans la Ferrari à Charles Leclerc à ne pas respecter la pression des pneus qu'on peut accumuler là. Là, les gens vont se dire, ben là, il y a moins d'air dans les pneus, qu'est-ce que ça change? Ben, ça peut changer beaucoup de choses. Ça peut changer, premièrement, c'est des points de vue de sécurité normalement, mais quand on parle justement de contrôler la température dans nos gommes, mais ça peut avoir un impact direct là-dessus. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui a eu un lien? Est-ce que c'est venu déstabiliser la préparation du côté de Charles Leclerc, tout ça? Difficile à dire. Je ne saurais pas trop me prononcer là-dessus. Par contre, je te dirais que au cours des premières séances d'essai libre, on voyait vraiment la Ferrari très près de la McLaren de Norris. Comme je te disais, on voyait vraiment Leclerc jouer, là, être capable de jouer la pole. Et puis là, finalement, plus rien en essai libre 3. On a été relégué. Leclerc a fait le cinquième temps, si je m'abuse. Puis après ça, en qualification, ben, là, après ça, c'était terminé, là. Donc, ça a tout gâché. Et Leclerc était vraiment furieux de cette situation-là. Donc, quand même assez dommage pour Ferrari parce que on est dans la lutte là, face à Red Bull et McLaren. Bon, dans un petit peu de retard sur McLaren, mais quand même, face à Red Bull, c'est jouable. Puis les positions sur la grille sont importantes, surtout sur un circuit où on n'arrive pas, où on arrive très peu à dépasser. Donc, c'était primordial de bien se qualifier. Et quand on regarde 9e, 10e, on s'entend que ce n'est pas l'idéal. Non, c'est loin d'être l'idéal. Puis là, Carlos Sainz, ben, on en parle aussi. Les deux sont en bagarre pour le championnat des constructeurs. Puis là, on se retrouve avec nos deux voitures à la porte du top 10. Ça, c'est pas ce qu'on souhaitait, ça, c'est sûr, en début de week-end. Après ça, Alex Albon, 11e avec sa Williams. Il était déçu. Il pensait être en mesure de placer sa voiture dans le top 10. On en a pris l'habitude au cours des derniers week-ends, depuis notre belle amélioration qu'on a apportée aux Pays-Bas. Au retour de la pause, on voit que Williams a été transformé. Ensuite, on avait un volet 2 à ça, là, on pourrait dire la partie 2 de ce groupe d'amélioration-là. Au cours de la fin de semaine, on présentait ça. On semblait avoir des belles performances pendant les séances d'essai libre, donc de se retrouver 11e. On dira que c'est pas catastrophique. On a eu pire que ça au cours de la saison, mais quand que tu le mentionnes, quand on dit à quel point c'est important la position en piste pour un Grand Prix comme ça, disons qu'Alex Albon ne pouvait pas cacher sa déception là, lorsqu'on lui a appris qu'il n'avait pas fait la coupure pour se présenter en Q3. Ah, c'est ça, les deux Williams, Albon et Colapinto, juste derrière. Oui. C'est ça, il était déçu. Puis, encore là, c'est normal quand on s'habitue, là, après deux, trois Grands Prix, à avoir des bons résultats en qualification. On se dit, ah, ben là, ça va être le fun. On va être capable de passer en Q3. On a une bonne voiture. On pense être capable d'extraire le maximum, de faire un excellent tour et de passer. Et finalement, non, il en manquait un peu. Et finalement, c'est ça. La Williams était assez véloce, sauf qu'il y avait un problème d'équilibre sur la voiture. Ça a compromis leur séance. Mais c'est pas affreux parce qu'il était en mesure de viser les points. Donc, 11e, 12e, on s'entend qu'on est à la porte des points. Donc, c'est quand même pas rien. Il y a des opportunités qui peuvent se présenter. Et Colapinto à 7 millième de son coéquipier sans avoir toutes les évolutions sur sa voiture. Donc, encore une fois, une super prestation du jeune pilote argentin. 1:30 474 pour Alex Albon, quand même un vétéran de quelques saisons maintenant en Mhm. F1. Puis Franco Colapinto, troisième Grand Prix en carrière, 1:30 4,81. Donc 4,74, 4,81. Très, très près. Bon point que tu apportais là, les deux pilotes. Là, on n'aurait pas eu ça de Logan Sargent. En un an et demi, aux côtés d'Albon, n'a jamais été aussi près que Sept- ça. Là. ouais. À À moins que 7 millième, c'est pas grand-chose, là. On s'entend que c'est c'est à peine un clignement d'œil pour dire, là, mais vraiment, sur un circuit qui n'a jamais couru, Colapinto, se mettre dans le bain tout de suite comme ça, chapeau. ouais, Chapeau. on voit qu'il est très vite pour apprivoiser non seulement la voiture, mais aussi l'environnement autour de lui, Mhm. comprendre c'est où les points névralgiques d'une voiture. Je sais pas s'il fait beaucoup de simulateurs ou c'est juste que c'est quelque chose qui est capable de s'acclimater très rapidement. Mais tu le mentionnes aussi d'avoir un écart aussi petit sur un circuit aussi long. Ça aussi, là, ça veut dire que plus on a quand même 19 virages, donc la possibilité d'erreur, c'est pas comme un circuit comme Monza où ce qu'on a des grandes lignes droites, où ce que Mhm. normalement, si vous saisissez bien le virage avant la ligne droite, puis l'autre d'après, ben vous êtes correct. Mais là, avec 19 positionnements de voitures très, très importants, là, on le disait, là, c'est très sinueux.
Donc, d'être capable de pas perdre plus de temps que ça, là, c'est une très, très Mhm. belle preuve de son expérience. Et puis là, le pilote que je vais nommer qui est après lui, ben, ça vient prouver encore plus. Il y en a d'autres peut-être qui pourraient dire que ça prouve rien. Mais Colapinto qui se qualifie devant Sergio Perez, le 12e, 13e Mhm. pour Perez plutôt. C'est une catastrophe, encore une fois. Ouais, ouais. Je je veux pas taper sur la tête encore, mais là, sixième fois de la saison qu'il ne réussit pas à entrer en Q3. Surtout sur un circuit où il a réussi à gagner aussi, Perez. Il ne faut pas l'oublier, c'est un vainqueur de ce Grand Prix-là. Puis c'est se qualifier 13e, ben, c'est pas l'idéal, on va se le dire. Encore là, il y a une bonne voiture, Perez aussi, là, faut se le dire. La Red Bull, c'est pas une Sauber Stack Sauber aussi, là, mais quand même, c'est une contre-performance. Puis ça aide pas son écurie dans la lutte pour le championnat des constructeurs. Fait que quand on voit Norris partir premier, qu'on voit Piastri cinquième, Verstappen deuxième, et où se retrouve Perez, carrément dans le ventre mou du peloton, ben, c'est sûr que c'est pas l'idéal pour aller chercher les points. Non, exactement. Puis c'est ça. Je veux pas m'acharner sur lui. Je l'ai dit dans notre bilan que tant qu'à moi, c'est la faute à Red Bull. On a décidé de poursuivre l'aventure avec Sergio Perez. Sauf que on avait mentionné dans notre communiqué qu'on a très hâte de voir Sergio performer sur les circuits qui nous a habitués à être très bon par le passé. Lorsqu'on a dit ça, bien sûr, on mentionnait pas Zandvoort, là, qui était Hmm. au retour de la pause. On mentionnait Azerbaïdjan. Il a malheureusement eu une collision avec Carlos Sainz, puis il a fini par lui donner 0 point. Et puis après ça, ben, là, on arrive à Singapour, autre circuit qu'on espérait le voir performer, qui faisait partie là, de cette équation-là. Puis là, finalement, il se ramasse qu'il se qualifie à 13e. Donc oui, moi aussi, j'ai été déçu de ça. 14e pour Magnussen qui faisait son retour, 15e pour Ocon. 16e pour Daniel Ricciardo, on va en parler un peu plus tard pour de Daniel. On va avoir un petit bloc sur lui là, à la fin de notre journée de dimanche qui suit. 17e pour Lance Stroll. Lance Stroll, là, tu sais, on a eu la grosse nouvelle d'Adrian Newey. C'est venu un peu camoufler les sous-performances de Lance Stroll depuis un certain temps. Mais autant que pendant quelques Grands Prix, je trouvais qu'il le faisait bien. Mais on se garde toujours une gêne parce qu'on a des hauts et on a des gros, gros creux de vague avec lui. Mais là, il est dans un méchant creux de vague, là, Lance Stroll, là, présentement. Là. Ouais, puis c'est vraiment pas son circuit préféré à Lance Stroll parce que Lance Stroll, sa meilleure performance ici, c'est une 12e place. Sinon, il a toujours été éliminé en Q1. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu des voitures qui pouvaient atteindre la Q2, voire la Q3. C'est vraiment parce que c'est pas un circuit qui l'affectionne, c'est pas un circuit où il se sent en confiance. Et c'est la base. C'est un circuit où il faut construire sa confiance parce que c'est là, il faut frôler les murs, il faut aller le plus près possible. C'est, c'est vraiment d'être très, très, très précis. Et si on n'est pas à ce stade-là, quand on embarque dans la voiture, quand on arrive pour faire un tour de qualification, ben, ça fait qu'on n'a pas de rythme. On manque de confiance dans la voiture, puis c'est ce qui arrive. On signe seulement une très, très modeste 17e position. C'est pas son fort, Lance Stroll, les qualifications. L'année dernière Non. aussi, il était peut-être craintif. On en a parlé en début d'épisode, son accident là-bas qui Mhm. l'avait fait manquer le Grand Prix. Donc, peut-être qu'il avait ça en tête aussi. Même si on dit que c'est une des qualités des pilotes d'avoir la mémoire la plus courte possible. Mais en tout cas, 17e, c'était pas souhaitable. C'est pas ce qu'on voulait de lui. 18e pour Pierre Gasly, 19e pour Valtteri Bottas et 20e pour Guan Yu Zhou. En terminant, je voulais simplement savoir ton opinion sur le dossier de l'heure en Formule 1, c'est-à-dire les ailerons flexibles. On en a parlé Mhm. vendredi, on en a parlé en long et en large, un peu partout. La raison, je veux pas te relancer sur le même sujet qu'on a fait, mais c'est plutôt Andrea Stella qui m'a fait un peu bondir de ma chaise, là, lui qui est le directeur de l'écurie McLaren. Il est venu mentionner un peu après les qualifications comme quoi que ça changeait rien, cet aileron-là, parce que ça donnait aucune performance à l'écurie, que ça l'a pas aidé pour la victoire de Score Piastri, puis qu'on l'a enlevé tout simplement parce que de toute façon, on gagnait rien avec ça. Tout ça, ça j'ai trouvé que c'était audacieux de sa part d'essayer de nous faire croire ça. Ben, je me dis, à une époque de plafond budgétaire, à une époque où on limite le développement des écuries, on arrive du côté de McLaren, on a envoyé ça en soufflerie, on a eu des résultats de test, on l'a envoyé au machinage, on a fait fabriquer la pièce, on l'a mis dans un avion, on l'a installé, mais on avait zéro amélioration de ce morceau-là. Ça, tu sais, je comprends qu'Andrea Stella a un travail à faire là, de relations publiques, mais j'ai trouvé que, en tout cas, il a joué du violon, il a joué du violon serré avec ça, ou une expression qu'on aime ça dire ici, là, en tout cas, il a patiné. Il a patiné pas à peu près. Moi, je l'ai pas acheté celle-là.
Puis après ça, on disait, ah, de toute façon, vous voyez, ça n'a pas de changement avec ce qu'on vient de voir. On vient d'avoir la pole pareil. Oui, mais en qualification, tout le monde a le DRS, là. Fait que ce C'est ça. côté-là, puis on est à un circuit que vous l'auriez pas amené de toute façon parce que il y a pas de grande ligne droite. Il n'y a pas une ligne droite de 2,2 km là, pour gagner un avantage. En tout cas, c'est pour dire, je voulais savoir c'était quoi ton opinion là-dessus parce que j'ai été surpris de voir autant de gens être d'accord avec le fait que on ait un DRS ouvert pendant qu'on n'est pas supposé de l'avoir. Parce que moi, j'ai rien, comme je mentionnais vendredi, j'ai rien contre le progrès de la technologie en F1, qu'on joue avec le livre de règlement. Moi, je le sais que ça fait partie du sport et j'admire ça, cette bagarre d'ingénieurs-là. Sauf que j'ai énormément de problèmes à comprendre je dirais, à accepter le fait que certains diraient que oh, c'est pas grave que leur DRS est ouvert pendant que le règlement stipule qu'il devrait être fermé. De ton côté, qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais. Évolution Il y a, ou illégalité? ouais, je te dirais il y a une certaine citation, un passage que Frédéric Vasseur a mentionné, Frédéric Vasseur de Ferrari. Il a dit euh, que c'est blanc ou noir. Il n'y a pas de gris foncé, pas de gris pâle. Pour moi, c'est clair que le McLaren bénéficiait d'un avantage et il était frustré de cette situation-là. Donc, en même temps, je comprends que oui, il y a l'innovation. Je suis d'accord avec toi et tout, mais on peut apporter le progrès et tout. On continue de faire du progrès et tout, et ça, c'est correct. Mais dans la légalité, faut se dire, le règlement est tel qu'il est. Si la pièce n'est pas conforme, si la pièce n'est pas légale, c'est noir sur blanc. Donc, il faut, il faut que se soumettre à ce que dit l'autorité, donc ce que dit la FIA. Donc, à un moment donné, c'est plate, mais il faut arrêter. Donc, c'est Mhm. comme ça. Euh, pourtant, je trouve que c'est bien l'évolution et tout, mais il faut faire attention. Les zones grises, là, c'est c'est souvent matière courante là, en Formule 1. Donc, difficile à dire et tout. Comme je te dis, j'aime l'innovation des ingénieurs et tout, mais est-ce que là, on n'a pas peut-être poussé notre lock, si je peux dire, Ouais. avec ce mini DRS-là? Peut-être que oui. Mais Peut-être que oui, mais ouais. mais Vas-y. ça t'a-tu dérangé, toi, que la FIA ne dise pas que c'est illégal quand que. En tout cas, moi, c'est plus ça. Tu sais, je veux pas nécessairement pointer le doigt à McLaren. Oui, Andrea Stella, ce qu'il est allé nous raconter, c'est un peu n'importe quoi. Mais Mhm. c'est le point que je trouve que ça leur a amplifié la zone grise, surtout pour les amateurs, de dire, ah, ben là, la FIA a dit que c'était légal, mais on demande de l'enlever. Ça n'aurait pas été plus simple pour la FIA de dire, écoute, non, tu peux pas avoir un DRS quand t'es pas supposé d'avoir un DRS, puis encore une fois, abolir une zone grise, puis mettre ça clair pour tous les partisans, de dire, c'est pour ça qu'on n'a plus le droit d'utiliser l'aileron, parce que, écoute, pas de DRS quand t'as pas le droit au DRS, point final, là. Il me semble que ça aurait été plus mal plus simple de faire ça, mais on dirait qu'on n'aime pas ça, les choses simples de leur côté. On aime ça quand c'est complexe. C'est Mais ça. c'est. En tout cas, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi en voulant dire que c'est pas autorisé. C'est pas autorisé, dites-le. Point final. Vous le dites, vous le faites pour telle ou telle situation, en voulant dire que, par exemple, le plancher de la Williams, qui était jugé illégal, non, il est illégal. Ouais. Point final. Vous avez excédé, c'est comme ça. Si c'est comme ça pour l'aileron arrière, le mini DRS de McLaren, dites-le. On va mettre les points sur les i et les barres CT. Tout Ouais. simplement. Puis je pense qu'on avait peur de la disqualification. Puis tu sais, tu mentionnais Fred Vasseur. J'ai entendu ces commentaires de Fred Vasseur. Puis j'ai été le premier à me dire, ben écoute, tu chiales, mais t'avais juste à lever un protège. Je comprends pas pourquoi il C'est a pas ça. levé le protège. Il dit c'est écrit noir sur blanc, il n'y a pas de zone grise. Je dis, ben lève un protège, puis Charles aurait Mhm. probablement gagné. Tu sais. En tout cas, ça, ce côté-là. Puis tu mentionnes ça. Le monde, si j'ai entendu des gens essayer de m'expliquer, ah, mais c'est l'évolution. Ben écoute, Alpine qui mettait plus de carburant dans le moteur pour accélérer les performances, augmenter, pas la chambre à combustion, plus d'explosion, plus de performance, même si on dit qu'on n'en gagnait pas plus. On est allé noir sur blanc, on dit non, ça, tu peux pas faire ça. Fait que pour moi, c'était pas une évolution, parce que sinon, tout le monde peut faire ça, mettre plus de carburant dans le moteur. Tout le monde peut ouvrir son DRS lorsque tu n'as pas le droit de l'ouvrir, mais en tout cas, fait que c'est pour ça, moi, je trouve que cette ligne-là, mais en tout cas, de toute façon, je pense on est d'accord là-dessus sur ce dossier-là. Puis le tort, je le ramène pas à McLaren, à part pour les propos d'Andrea Stella, je le ramène vraiment à la FIA qui aurait dû être un peu plus clair sur ce dossier-là. Complète notre volet du samedi. Maintenant, passons à la journée de dimanche qui nous a réservé un spectacle un peu en deux temps.
Dimanche avait lieu déjà la 15e édition du Grand Prix qui avait été lancée en 2008 sous les réflecteurs à Marina Bay, le Grand Prix de Singapour. Et on a eu un spectacle pas le meilleur de la saison. Disons qu'il a fallu creuser un peu pour se mettre quelque chose sous la dent. Les plus adeptes ont regardé le côté stratégique, qui est un peu déçu quand même. Là. Je m'attendais à en voir un petit peu plus. Genre de Grand Prix, lorsqu'on pense là, à un règlement qui forcerait tous les écuries à avoir deux arrêts obligatoires, ben Singapour me vient en tête. Est-ce que c'est pareil pour toi, Kevin? Ouais, ça n'a pas été la course la plus extraordinaire. On en a vu des bien meilleurs, du moins à Singapour, là, dans cette saison 2024 et à Singapour au courant de l'histoire. Là. Mais Martin, aucune voiture de sécurité. Aucune. Une Encore? première sur ce circuit-là depuis, depuis sa première apparition. C'est assez incroyable. On n'a pas été à la limite des 2 heures. L'épreuve s'est terminée en 1h42 minutes. Mais ça a pas été, ça a pas été la course la plus palpitante, disons. Là. Même pas de drapeau jaune non plus, hein? Je pense que ça a été on a eu drapeau blanc pour Ouais, Magnussen avec sa crevaison, mais ouais. ça a même pas déclenché de drapeau jaune, c'est ce qui est rare aussi. J'avais pas la Mhm. statistique, là. Je pense qu'on était à 100% pour les voitures de Il me sécurité, là, semble que tu le oui. disais, mais j'ai même pas la statistique pour les drapeaux jaunes, mais ça devait être pas loin non plus. Si on était à 100% du côté des voitures de sécurité. Même là, quand on parle que c'est demandant pour les pilotes, on l'avait dit dans l'épisode de vendredi que ça emmène normalement à la limite des 2 heures, mais il y a aussi le fait que on dit que c'est demandant, mais normalement, le record là, pour une voiture de sécurité, c'était 31 tours. Si je l'ai bien, là, pas loin de moi, je vais te confirmer ça. Oui, c'est ça. C'était normalement le plus long qu'on a. Non, le plus long qu'on avait été, c'est 35 tours avant d'avoir une voiture de sécurité. Là, on s'est rendu à la limite du Grand Prix sans n'en avoir qu'une. Fait que ça, c'est encore plus demandant pour les pilotes parce que normalement, même si on gardait quand même notre concentration, ben, c'est sûr qu'on peut se relâcher un peu là, lorsque la voiture d'intervention prend la piste. Ouais, c'est sûr, parce que il fait très chaud et c'est très humide. Même si on est la nuit, c'est quand même des conditions assez difficiles pour les pilotes. Là. Quand on voit, ce sont des athlètes, là, ce sont des athlètes phénoménaux, ces pilotes de Formule 1 là. Mais lorsqu'ils sortent de la voiture après ce Grand Prix-là, là, ils sont, euh, ils sont épuisés. Ils sont à terre. Puis on en a vu quelques-unes. En tout cas, j'en ai vu trois, quatre là, à la fin du Grand Prix. C'était difficile de sortir de leur mode de place. Ben, si on pense qu'un gars comme Franco Colapinto, c'est peut-être dur pour les gars qui ont moins d'expérience, qui l'ont jamais fait, qui l'ont pas vécu. Euh, Les pilotes mettent ça sur leur préparation avec leur préparateur physique. Là. Le Grand Prix de Singapour est toujours une note au côté parce qu'on l'appréhende d'une certaine façon. Mais un gars avec l'expérience, oui, bien sûr, rendu de 39 ans, mais Lewis Hamilton a eu des difficultés. Là. Il a eu besoin de se rendre à l'hôpital, la clinique du circuit. Puis la même chose pour George Russell. Les deux n'ont pas pu faire leur devoir médiatique après l'épreuve. Là. Ça en dit quand même beaucoup. Est-ce que la Mercedes était plus difficile à conduire que les autres? Peut-être, mais c'est quand même deux gars qui s'en sont pas à leur premier Grand Prix. Puis ils se sont fait prendre là, par cette épreuve-là là, qui leur en a demandé beaucoup plus physiquement que ce qu'on s'attendait de ce côté-là. Euh, Quand on parle des attentes, eh bien, il y avait Lando Norris. On attendait de voir ce qu'il allait être capable de faire finalement avec une pole. Et forcé d'admettre qu'il a bien fait. Ça a été une mission accomplie du côté de Norris, le numéro 4, qui a réussi finalement à concrétiser une pole position en victoire. Non seulement à gagner l'épreuve, mais aussi à ne pas perdre cet avantage-là. Après le premier tour, il a jamais été vraiment embêté. C'est plutôt lui qui s'est fait une coupe de frousse là, Mhm. pratiquement en dirigeant sa McLaren, sa MCL 38 dans un mur à plusieurs reprises. C'est arrivé une fois là, que ça a tout pris pour qu'il réussisse à appliquer les freins à temps pour éviter des dégâts. Il a même endommagé son aileron. Finalement, après un petit peu d'enquête du bord de l'écurie, on s'est rendu compte que les dommages étaient pas, c'était vraiment pas, c'était assez significatif pour changer l'aileron. Même, fait qu'à ce moment-là, ben, il l'a échappé belle, hein, celle-là. Ouais, quand j'ai vu la reprise, j'ai fait oh, là, ça a passé proche. Ça aurait pu être assez catastrophique pour lui, là, parce que changer un aileron au puits lors d'un arrêt, là, on perd du temps, là. On perd vraiment beaucoup de temps. Il a failli aussi se mettre. Il y a eu une légère touchette avec le muret où George Russell, l'année passée, s'est sorti dans le dernier tour. C'est Ouais. au même endroit. Au même endroit. Ouais, le mur, il devient décalé un petit peu, là. Oui. Ça donne une drôle d'illusion. Puis à ce moment-là, ben, on peut accrocher facilement avec la roue en arrière. On a vu aussi, c'était pas au même endroit, mais lorsqu'on touche, on a vu des pilotes avoir des crevaisons
au cours du week-end, notamment Magnussen en course, en fin d'épreuve, ça a fait ça. Fait que ça aussi, il a été chanceux de ce côté-là. Puis tu mentionnais là à quel point ça aurait pu coûter cher. C'est que la raison pourquoi on fait un seul arrêt à Singapour, bien sûr, il y a la ligne droite qui est là, qui est l'endroit le plus rapide du circuit en même temps qu'on fait notre arrêt au puits. Mais aussi, c'est tellement étroit que la limite de vitesse est de 65 km à l'heure. Donc, on réduit la limite de vitesse dans les puits. Donc, c'est pour ça que ça coûte encore plus cher. Donc, si on a été obligé de s'arrêter une fois de plus que tout le monde, changer l'aileron normalement qui nous coûte un bon 10-15 secondes de plus, en plus de rouler à 65 km/h, ça aurait été catastrophique. Catastrophique pour le championnat. Pour sa course, ça c'est assuré, mais aussi pour le championnat, ça aurait pu lui coûter très cher. Il s'en aurait voulu longtemps de celle-là. Puis ça aurait été quelque chose là, qui aurait rejoué longtemps là, dans son portfolio de sa carrière. On aurait souvent rejoué. Comme Lewis Hamilton, ça a pris du temps avant qu'il se débarrasse de cette. Toi, tu t'en rappelles, c'est certain, là. À Shanghai. À À Shanghai, il Shanghai avait en voulu. 2007. Ouais. Ouais, la Ah, fameuse ouais, ouais. entrée au puits il est tellement mal, ben, pas mal faite, mais il est fait d'une drôle de façon, puis il a fait un tout droit dans Ouais. puis finalement, il est allé s'enliser là, dans le bac à gravier ou ce qu'il savait, en tout cas. Il aurait peut-être été champion du monde dans sa première saison en F1, ça n'avait pas été de ça. Mhm. Là. En tout cas, fait que ça pour dire, Norris qui remporte l'épreuve prend les points qu'il a besoin. On dit qu'il en a besoin de 8 à chaque Grand Prix pour être capable de rejoindre Max Verstappen. Tu avais une statistique, là, moi je t'ai appelé le gars qui veut péter la ballonne aux gens, là, mais les gens qui ont hâte, qui appréhendent la fin de saison en F1, ben, il y a plein d'autres raisons là, de l'écouter la fin de saison, mais qui appréhendent la course au championnat et tout ce qui se passe. Dis-moi un peu le portrait là. Viens nous gâcher le party là, pour les gens qui voudraient savoir ce que ça prend à Lando Norris pour être champion du monde d'ici la fin de la saison. Un empêcheur de tourner en rond, comme on m'avait déjà dit. Mais écoute, dans toute cette histoire-là, Martin, si Verstappen termine deuxième derrière Lando Norris à tous les Grands Prix, y compris les sprints, il sera champion du monde à Abu Dhabi. Et ça, même si on ajoute le point du meilleur tour en course donné au pilote McLaren. Donc, Norris peut gagner tous les Grands Prix. Il peut avoir le point boni du meilleur tour en course. Ça ne changerait rien parce que Verstappen aurait 460 points et Norris en aurait 459. Donc, Norris a intérêt à tout faire parfaitement d'ici la fin de la saison. Et ça, on parle dans le meilleur des mondes, façon de parler, là. Mais si ça se termine un et 2 toujours consécutivement pour les deux pilotes, ça ne sera pas suffisant à Norris pour gagner le championnat. Puis là, tu sais, on parle qu'il doit tout faire pour devenir champion du monde, remporter toutes les épreuves, toutes les courses sprint, puis ramasser tous Mhm. les tours, les points alloués pour un tour le plus rapide. C'est Mhm. pas mal faire tout sans son pouvoir, ça. Puis même ça, tu nous le mentionnes, c'est pas suffisant pour devenir champion du monde. Là, j'espère Mhm. qu'en disant ça, on n'a pas empêché des gens d'écouter la F1 d'ici la fin de la saison. Là. Il y a plein de possibilités à ça. Il peut y avoir des abandons, il y a des pénalités moteurs qui peuvent s'en venir pour les pilotes Red Bull notamment pour Verstappen. Donc, tout ça, ça n'a pas été pris en considération. On dit que Ouais. Verstappen finit deuxième à toutes ces épreuves-là aussi. Là. C'est très tiré par les cheveux ce qu'on s'en va, mais ça montre un peu le portrait, là, à quel point que Lando Norris n'a aucune marge d'erreur. On vient de clore le dossier qui a failli avoir une sortie de piste, failli rentrer dans le mur. Ça fait partie des choses qui ne doivent pas se faire absolument pas. On peut pas se permettre ça, là. Des sorties de piste, des erreurs comme ça peut pas arriver. Heureusement, c'est pas arrivé, mais ça aurait pu mettre fin au championnat. Moi, j'avais même dit avant qu'on arrive à la course aujourd'hui que si Verstappen remportait le Grand Prix de Singapour, pour moi, c'était une victoire qui venait concrétiser son championnat du monde, son quatrième. Mathématiquement, tout le monde va me dire que j'ai pas raison. Non, c'est pas vrai. Ça venait pas concrétiser sa victoire, mais tu comprends où je veux en venir avec ça. Une victoire de Verstappen aujourd'hui sur un circuit où on l'attendait pas. Déjà qu'il termine deuxième, c'est une surprise en soi. On a limité les dégâts au maximum. Il n'y a personne qui s'attendait à ça au début du week-end et même au début de la saison. On mettait pas là, nécessairement les Red Bull ou Verstappen sur le podium à Singapour. S'il y a une place qu'on était prêt à l'exclure de là, moi le premier, c'était bien là. Et là, de terminer deuxième. Fait que j'imagine que tu es d'accord avec moi. S'il avait gagné aujourd'hui, c'était pratiquement concrétisé son quatrième championnat. Ça aurait été un énorme coup de massue. Mhm. Ça, c'est certain. Et ça aurait probablement brisé les jambes de Lando Norris. Parce qu'un coup de massue, ses jambes, ça fait très mal. Mais c'est sûr que ça aurait brisé tout le momentum, tout le hype, là, toute la bonne volonté de Lando Norris si Verstappen aurait gagné ce Grand Prix-là et tout. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. Il reste encore plusieurs Grands Prix. Mais
Norris a fait ce qu'il fallait faire. Il a remporté le Grand Prix. Et c'est sa troisième fois qu'il remporte un Grand Prix. C'est autant que certains champions en titre, notamment Carlos Sainz, son ancien coéquipier. Et Martin, une statistique intéressante. Première fois depuis 2012 que McLaren remporte deux Grands Prix consécutifs. On avait Piastri en Azerbaïdjan et là Norris à Singapour. Sinon, c'était Lewis Hamilton et Jenson Button Quand en même 2012. incroyable, Là. là. Ça On parle de fait, 12 ans, là. ça fait un petit moment. Ouais, Ouais, c'est ça fait un ça. petit moment. Pour une écurie comme ça qui a connu autant de succès. Ouais, c'est Mhm. ça. C'est quand même incroyable de voir là. C'est une bonne nouvelle en soi pour la F1, pour Mhm. les partisans tous, de Ouais. revoir que McLaren, on le sait depuis un certain temps, est vraiment de retour, mais quand même de faire des accomplissements comme ça qui pouvaient sembler si banals dans le passé, de dire remporter deux grands prix de suite, on le voit là que aujourd'hui on salue ça, puis ça fait partie de nos statistiques. On voit à quel point on part de loin pour une écurie qui était dernière au classement à peine la saison dernière, là, à un certain moment dans la saison. Verstappen, on le dit, limiter les dégâts au maximum. On le dit, là, satisfaction fois 1000 pour lui. On l'attendait pas là, donc il termine deuxième, continue d'accentuer la pression sur Lando Norris. On le disait, s'il avait rapporté, ben là, s'il aurait mis une pression insupportable sur tout l'écurie Orange Papaye et aussi sur son pilote. Donc, Verstappen, pour lui, très belle performance. Il a terminé très loin. Il y en a qui vont dire, ben là, encore un Grand Prix qui se termine à 20,9 secondes, pratiquement 21 secondes. On avait eu celui qui était quasiment 23 secondes à Zandvoort. Et je dirais que oui, mais je pense qu'il faut pas trop accorder d'importance à cette statistique-là. Pas pour enlever le beau travail de Lando Norris, mais plutôt pour voir un peu la stratégie que Verstappen a fait aujourd'hui. Je pense que on est allé de façon assez justicieuse de son côté. On a dit, on va mettre de la pression au départ, on va suivre Lando Norris, on va se sauver des Mercedes, puis après ça, on va tempérer notre temps, puis on va patienter parce qu'on voulait être dans le coup jusqu'à la dernière minute. On voulait absolument garder nos gommes. On sait que la McLaren fait mieux là-dessus depuis déjà un certain moment. On voulait être sûr de protéger ces gommes-là pour être capable de capitaliser si on avait eu une voiture de sécurité en milieu d'épreuve. Et je pense que c'est plutôt ça que Verstappen a fait. Il a dit, c'est pas grave, l'écart, je m'en fous qu'il s'en aille à 10, 12, 15 secondes parce que s'il y a une voiture de sécurité, il va tout perdre cette avance-là. Puis moi, je Mhm. peux pas me permettre de le suivre. J'ai pas la voiture pour le suivre. Mes pneus vont se brûler. Parce que même avec l'écart qu'il y avait de creuser, c'est Verstappen qui a levé la main en premier pour dire, moi, j'ai plus de pneus à l'arrière. Fait que je pense que C'est ça. tu me dis là si tu t'es pas d'accord avec moi de ce côté-là, mais moi c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai perçu dans cette stratégie-là qu'on a dit, on va y aller, on va tempérer ce qu'on veut parce qu'on veut juste survivre là, en gros. Ouais, c'est ça. Ben, il va s'en satisfaire, Verstappen, parce que je pense qu'il a compris que sans problème, sans bémol, Norris était intouchable. Mhm. C'est un pas dans la bonne direction après deux grands prix difficiles pour Max. Un podium, ça va lui redonner de l'espoir, même s'il a perdu des points sur Norris. L'écart est de 52 points, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il fallait maximiser le tout à Singapour sur une piste qui a priori, ne convenait pas à la Red Bull, qui n'était pas fait pour aller chercher un tel résultat. Donc, oui, on s'est échappé des Mercedes au départ. On a réussi à bien jouer notre course. On a fait une course pas mal en solitaire là, du côté de Verstappen, mais il a fait ce qu'il fallait faire. Et il a réussi. Si au début du week-end, même au début de la saison, on avait dit à Red Bull, deuxième position à Singapour pour Verstappen, est-ce que vous voulez signer en bas de la feuille? Je pense qu'on aurait eu la signature d'Helmut Marko, de Christian Horner, de, de Pierre. On aurait eu à peu près toute l'écurie qui aurait mis son nom là. Ouais. On aurait dit oui, puis donc Verstappen, puis peut-être même son père, qui est pas facile à satisfaire, peut-être même son père a signé le document aussi, de dire deuxième à Singapour, on achète ça. Puis je pense que ça a été la même situation au moment où on a établi la stratégie, que ce soit dans la nuit de samedi à dimanche ou que ce soit dimanche matin qu'on a élaboré de dire, écoute, on va pas pour la victoire aujourd'hui. On sait que c'est pas nos habitudes. On vient pour gagner. C'est Singapour. On y va pour la deuxième place. Voici la stratégie qu'on te présente. D'après moi, on n'a pas eu de misère à le faire embarquer là, dans cette stratégie-là pour dire que c'était la meilleure option possible pour l'écurie et pour son championnat aussi. Oscar Piastri, belle performance, il a fait du rattrapage de ce qu'il n'avait pas réussi à accomplir dans la journée de samedi. Belle course pour sa part, belle Mhm. remontée, belle stratégie de McLaren. On s'est pas laissé intimider par Mercedes qui avait arrêté plus tôt au puits. On s'est pas laissé intimider par une décision douteuse d'envoyer Lewis Hamilton en gomme tendre pour partir l'épreuve. Ça, celle-là, je l'ai pas compris. J'ai levé Mhm. la main avant même que ça commence de qu'est-ce qu'on vient de faire là. Et puis, j'avais eu une conversation très intéressante avec un de nos auditeurs qui s'appelle Eric, qui m'avait posé la question au cours de la semaine dernière pour savoir
C'est ça, c'était pas plus tard que cette semaine, on discutait justement du Grand Prix qui avait eu lieu en Azerbaïdjan. Puis il me disait pourquoi il y a personne qui a décidé de partir en gomme tendre. Puis je lui expliquais, je dis écoute, cette stratégie-là, Eric, elle est bonne lorsque tu as un long parcours dans la ligne droite, dans la ligne de départ, avant d'arriver au premier virage. Mais lorsque c'est court, comme en Azerbaïdjan, et encore plus court à Singapour, cet avantage-là, tu iras pas vraiment la chercher. Parce que la raison pourquoi qu'on part en gomme tendre, c'est pour décoller plus rapidement de notre grille de départ, de notre boîte, avoir plus d'adhérence. C'est plus facile de générer de la température dans les pneus dans le tour de chauffe. Donc, normalement, on a plus d'adhérence, on décolle plus rapide et on peut gagner un avantage et en profiter avant d'arriver au premier virage. Mais c'est pas assez significatif pour gagner. On l'a vu, le Lewis Hamilton, par le moment où ce qui est arrivé proche de Verstappen, il aurait pu le menacer. Il y avait plus de, il a manqué de route. Il fallait tourner. Mhm. Donc, à ce moment-là, tout s'est annulé. Et puis, l'écart entre les gommes est pas aussi grand lorsque les monoplaces sont remplis de carburant. C'est pas comme en qualification, lorsqu'ils roulent de façon plus allège, on a moins d'essence à bord. Ben à ce moment-là, une différence entre une gomme médium et puis une gomme tendre, on peut voir jusqu'à une demi-seconde entre la tendre, la médium, et une autre demi-seconde entre la médium et la gomme dure. Mais c'est pas aussi significatif en course. Il n'y a pas une si grande disparité entre les gommes. Donc, à ce moment-là, c'était pas une bonne stratégie d'aller pour ça. Si Martin du F1 Podcast le voit et que Kevin Fontaine, d'après moi, est d'accord avec ça, je comprends pas que chez Mercedes, on y a pas pensé, puis on a quand même décidé d'aller là, puis que Lewis Hamilton a adhéré à cette stratégie-là, parce que je comprends le point. Je saluais Williams qui ont fait une stratégie différente lorsqu'on a deux voitures, une à côté de l'autre, la même écurie sur la grille de départ. Je trouve ça intelligent d'alterner, de faire deux choses. Sauf que là, d'aller tendre médium, j'aurais préféré qu'on ait médium dur, qu'on essaie deux choses, mais de l'autre sens plutôt. Exactement. Ben, moi non plus, écoute, j'ai sursauté quand j'ai vu ça. Je me suis dit, oh, y a-t-il une erreur d'infographie ou je sais pas qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé. Non, finalement, quand je vois Hamilton avec les pneus à bande rouge, j'ai fait, oh, OK, c'est une stratégie un peu douteuse. Un peu douteuse, puis finalement, ben, rien s'est concrétisé. Oui, tu parlais qu'il a été tout près de Verstappen au premier freinage, mais après ça, il n'a pas été capable de le suivre et tout. Et ça a juste ruiné sa course. Il était pas de bonne humeur, Lewis Hamilton. Après ça, il a dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Mhm. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas d'adhérence et tout. Donc, je suis vraiment étonné. Je suis vraiment étonné qu'une écurie comme Mercedes pense à ça. Moi, j'ai de la misère à comprendre ça. Puis je me suis dit, il n'y a pas de logique de partir en gomme tendre, comme tu as mentionné. Si on arrive à Monza avec une bonne ligne droite ou encore, admettons, à Spa-Francorchamps, on prend le premier virage tout de suite, puis après ça, on clenche la descente au rouge, la raidillon, jusqu'au freinage, les combes. Là, oui, j'aurais, OK, peut-être. Mais là, c'est un circuit qui est sinueux, puis il n'y a pas énormément de lignes droites. Donc, j'ai eu de la misère à comprendre cette stratégie-là chez Mercedes, mais bon, ça a l'air que cette décision-là a été prise par qui de droit et bon, ça a l'air que le résultat n'a pas été celui escompté. Non, puis comme tu dis, chez Mercedes, parce que c'est un tout, là, il y a une personne du côté Ah de la ouais. stratégie. Tu sais que Lewis Hamilton n'a pas la langue dans sa poche, normalement, lorsque ça fait pas son affaire. Et le matin même, il aurait dû dire, ben non, on fait pas ça, vous fous, vous autres. Tu sais, je comprends pas Toto Wolff qui a pas levé la main avec un droit de regard au-dessus de ça, de dire, qu'est-ce qu'on fait là? Je comprends pas pourquoi qu'on s'en va là. Puis en plus, on a gâché la course à George Russell parce que Lewis Hamilton, aussitôt qu'il a pas réussi ce qu'il voulait, c'est-à-dire gagner des positions au départ, ben là, il est tombé un peu en gestion pneumatique. Puis Mhm. là, on n'a pas laissé passer Russell, fait qu'il a gêné son coéquipier. Là, on s'est sortis carrément les deux. Puis qui a gagné à travers tout ça? Ben, c'est Piastri qui a fini troisième. Mhm. Dans le fond, Piastri est venu Effectivement. se glisser devant le McLaren qui a sauté par-dessus les deux Mercedes au cours de l'épreuve à cause de ça. Là. Ça, c'est. J'ai pas compris ce côté-là du côté de Mercedes, mais tant qu'à moi, c'est ce qui a bousillé un peu le beau résultat qu'on avait peut-être travaillé au cours de la journée de samedi. Puis quand on écoutait même les dires de George Russell, on pensait même être capable de d'avoir une pole position, mais on se disait qu'en course, ça va être entre nous et les McLaren. Finalement, on n'a jamais été capable de menacer Mhm. Verstappen. Du côté de Leclerc, ben, une belle remontée pour Charles Leclerc. Et, on a encore là, on parle de limiter les dégâts. C'est un mot qui est très courant en fin de saison comme ça, là, avec tout ce qui arrive. Ben, si on le disait pour Piastri, on le disait pour Verstappen. La même chose pour Leclerc. Il est parti de la neuvième position, terminé quatrième.
cinquième plutôt. Ça n'a pas été les meilleures stratégies de son côté non plus. Il s'est interrogé tout le long. On l'a laissé longtemps sur la piste avec ses gommes. Il était un peu au milieu de nulle part. Il était coincé. À un moment donné, il était très frustré, là. Oui, il y a la température, il fait chaud et tout ça, mais coincé derrière Alonso, pas facile à dépasser. Coincé derrière Hülkenberg, pas facile à dépasser. Donc, ces deux vieux routiers-là là, qui sont venus un peu... ils ont, donc, ils ont bousillé un peu peut-être un résultat qui aurait pu être nettement supérieur à une cinquième position. Mais en tout, une fois qu'on regarde ça avec un peu de recul, là, c'est quand même c'est quand même moins pire là, que terminer neuvième. Il a bien rattrapé. Oui, c'est ça, effectivement. Ben, quand on dit extraire le maximum et aller chercher le plus de points possible, ben, je trouve que Leclerc a fait ce qu'il pouvait faire. Euh, Peut-être si on avait été sur un autre type de circuit, peut-être qu'il aurait été capable d'aller chercher Russell pour la P4. Probablement, mais c'est ça. Il a trop usé ses pneus et ils en ont souffert dans son duel face à George Russell. Mais c'est une belle remontée quand même pour Charles Leclerc, qui a quand même étiré son premier rallye jusqu'au 37e tour aussi. Donc, ça a quand même été un bon stint, là, si on peut dire, dans le jargon là, Ouais. pour Charles Leclerc. Mais ça m'a surpris quand on parle justement que la stratégie à un arrêt, on la maîtrise bien. On a réussi à remporter des grands prix à cause de ça. Justement, à Monza, on a été compétitif en faisant qu'un seul arrêt. Peut-être que j'aurais aimé ça, les voir au moins une des deux voitures aller en gomme dure pour le départ. Puis on Mhm. l'a pas fait, là, à moins que je me trompe dans mes notes. Non, on l'a pas fait. Il y avait seulement ceux qui ont opté pour la gomme dure, c'était Magnussen, Stroll, Bottas et Joe. Vous me direz que ça n'a pas été très payant pour eux non plus. Mais à cause qu'on avait deux Ferrari, une à côté de l'autre sur la grille, je le mentionnais, c'est une stratégie que j'aime bien voir. Lorsqu'on fait jeu égal, surtout qu'on est 9 dixièmes. En tout cas, j'aurais aimé ça voir qu'au moins, on dit on était capable d'étirer la gomme médium jusqu'à 30 quelques tours. Ce qu'on aurait pu faire avec la gomme dure, ça aurait été assez impressionnant. On se mettait aussi dans le portrait au cas où il y aurait une voiture de sécurité. Puis en plus, on aurait terminé en gomme médium pendant que tout le monde était en gomme dure. On aurait peut-être été capable justement d'aller regagner des positions avec ça. Ça m'a déçu un petit peu de ce côté-là, sans compter aussi capitaliser du moment où ce que tout le monde aurait rentré. On aurait eu moins de gestion à faire si on avait parti en gomme dure. De ce côté-là, on l'a peut-être échappé, mais on a quand même limité les dégâts. Sixième pour Hamilton, on disait, c'est erreur dès le départ, on n'aurait pas dû y aller avec ça. Septième pour Carlos Sainz, huitième pour Alonso. Je pense qu'on a bien fait du côté de Aston Martin, même je pense qu'on a bien opté sur les stratégies zéro pluie. Peut-être que j'aurais aimé qu'on fasse quelques petites choses un peu différentes, mais quand même, huitième position, on a quand même bien fait. Neuvième pour Hülkenberg, belle course aussi. Pour moi, je l'avais dans mes considérations pour le pilote du jour, là, de résister à Fernando Alonso ainsi qu'au Ferrari pendant tout ce temps-là. Je pense que c'est un exploit en soi, là. Ouais. Et il a résisté à Sergio Perez aussi. Aussi, ben oui, en plus, c'est Et ça. assez longtemps. Je pense que Perez Ouais. va faire des cauchemars de l'aileron arrière de la Haas de Nico Hülkenberg. Il est resté coincé derrière lui pendant tellement de tours, tellement longtemps. Alonso, tu mentionnes aussi, belle performance, Alonso, réussit encore à aller chercher, grappiller des points ici et là. Oui, Aston Martin est pas mal tout seul dans le championnat, là, très loin de Mercedes, mais encore à bonne distance là, de Racing Bulls et de Haas. Et aussi, je voulais glisser un petit mot pour Carlos Sainz aussi, un deuxième relais de 49 tours en dur. Quand on dit que Carlos Sainz est un bon gestionnaire de pneus, Mhm. on en a encore la preuve aussi. Ça n'a pas été le gros week-end chez Ferrari, mais malgré tout, on est allé chercher des points supplémentaires après une qualification ratée. Mais il va falloir qu'on se ressaisisse parce que c'est important. C'est des gros points, c'est des gros sous au championnat des constructeurs. Et Ferrari peut encore viser la deuxième place. Ben, C'est encore possible. ce que tu mentionnes, notre 49 tours en gomme, Oui. en gomme dure, c'est ça qui me dit pourquoi on n'a pas commencé avec la gomme dure. On aurait quasiment pu commencer en dur puis finir les 13 derniers tours en gomme tendre puis gagner Mhm. énormément de positions. Ça, je trouve qu'on l'a échappé. Au moins une des deux Ferrari aurait dû opter pour cette stratégie-là. Je comprends pas qu'on ne l'a pas fait. Quand que je parle de la gomme tendre, ça n'a pas fonctionné pour Hamilton en début d'épreuve, mais le faire en fin d'épreuve, quand on sait que la Ferrari peut nous emmener à faire 49 tours avec notre gomme dure, ça, j'ai trouvé que c'était. En tout cas, j'en reviens là-dessus, mais oui, on l'a perdu. Perez, tu mentionnes qu'il a été coincé derrière Hülkenberg. J'ai mis le commentaire de la journée, c'est probablement au nombre de tours qui a été coincé derrière Franco Colapinto. Il a pris la peine Aussi. de mentionner à son ingénieur que Colapinto était très bon. Oui, C'est effectivement.
il a pris sa radio pour dire ça, il dit Franco Colapinto, tout un bon méchant bon pilote. Ça a été, j'espère qu'on va garder ça, puis on va faire une espèce d'infopub là, pour les écuries F1 qui n'ont pas, qui ont pas choisi leur pilote l'année prochaine, même s'il reste juste Racing Bulls, puis c'est fait. Puis du côté, ben, pour 2026, Sergio Perez qui mentionne, hein, il est bon en. Il fait bien ça pour la Pinto, il se défend bien, place sa voiture aux bonnes places. Puis on avait eu Lewis Hamilton qui avait resté coincé derrière lui au dernier Grand Prix à Azerbaïdjan. Donc, c'est 2-2 là, du côté de l'Argentin où il voit dans ses rétroviseurs là, une voiture qui serait normalement pas supposée de voir derrière lui. C'est assez stressant là, quand tu vois Lewis Hamilton, ce triple champion du monde, avec le museau de sa Mercedes qui te suit constamment. Tu arrives à Singapour, tu vois le museau jaune de la Red Bull, tu sais qu'elle n'est pas supposée rouler dans cette position-là. Puis quand même, tu maintiens le cap, puis tu réussis à le retenir derrière toi tout ce temps-là. Donc, une autre belle performance de la part du pilote argentin qui en était seulement son troisième Grand Prix. Du côté de Yuki Tsunoda, ben lui aussi a eu des belles bagarres, mais je pense que la performance n'était juste pas là pour rester dans le top 10. 12e pour Yuki Tsunoda, 13e pour Ocon. Je pense que c'est beau quand même avec une Alpine qu'on est conscient Mhm. qu'on a des difficultés, on en arrache, donc il est quand même 13e. 14e pour Stroll, ben moi je trouve ça décevant là, quand même. J'aurais aimé ça voir plus de Lance Stroll, au moins le voir peut-être remonter ou être dans des meilleurs, au moins finir devant Il Ocon, mais en tout cas, il y a, il y a un record, Martin. 161 Grands Prix sans avoir fait de meilleur tour en course. du côté C'est de un Lance Stroll, record du côté de Lance Stroll. c'est épouvantable. Ouais. C'est pas un record très reluisant, mais Non. c'est un record pareil. Ouais, ça en dit beaucoup, hein. Ça en dit Ouais. beaucoup, ouais. Mais quand même. Mais tu sais, je veux pas m'acharner sur lui parce que lorsqu'il fait des bonnes choses, je suis capable de le défendre. Puis je fais pas Ouais. partie de Ouais. l'école des gens qui disent qu'il n'y a pas d'affaires en Formule 1 puis toutes ces choses-là. Sauf que quand il tombe dans des torpeurs, je trouve que c'est trop gros, c'est trop long. C'est le manque de constance. Puis là, tu mentionnes, jamais fait un tour plus rapide en carrière dans toutes les circonstances possibles. C'est peut-être même pour ça qu'on a essayé d'aller en chercher un. Il y a quelques grands prix quand on était 18e pour Yami. Puis même là, il n'a pas réussi à l'avoir, là. Puis il a Mhm. oublié de se tasser là, quand que Piastri s'en venait derrière lui sur un drapeau bleu à Monza. Là. Mais en tout cas, ouais, Mhm. 14e pour Stroll, 15e pour Joe. Joe, faut le mentionner. Sauber a décidé de dire quelque chose qui était quand même important, que toute l'année, le pilote chinois n'avait pas eu la même voiture que Valtteri Bottas. On aurait peut-être été moins sévère avec si on l'avait su. Puis là, il termine devant Bottas. Peut-être que c'est un lien, peut-être que ça ne l'a pas non plus. Mais 15e pour Guanyu Zhou, 16e pour Bottas, 17e pour Pierre Gasly. Et on en vient au pilote avec qui on voulait, ben, de qui on voulait parler. Il a retenu l'attention en fin d'épreuve. Heureusement qu'on a eu ça. C'est Mhm. Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo qui en est fort probablement à 99,9% après avoir tout écouté ses entrevues. C'était son dernier Grand Prix. Du moins, le dernier Grand Prix en 2024. Probablement son dernier Grand Prix en carrière. Il va être remplacé par Liam Lawson, sûrement au Grand Prix de Austin. Même si les rumeurs étaient qu'il ne ferait pas le Grand Prix de Singapour, il l'a fait. Mais à Austin, là, c'est une autre paire de manches. On a 3 semaines pour peut-être y penser. Peut-être qu'on y pensera même pas pendant 3 semaines. C'est probablement déjà fait. Liam Lawson va venir en remplacement. On avait supposément une entente dans son contrat qu'il faut qu'il fasse au moins 5 Grands Prix. On veut commencer à construire pour l'année prochaine. On veut aussi évaluer pour savoir s'il pourrait pas être le remplaçant à Sergio Perez, parce que c'est un problème-là, avec la position qu'on vient de voir, avec les résultats qu'on vient de donner, c'est pas réglé, le dossier du coéquipier à Max Verstappen. Donc, probablement la fin pour Daniel Ricciardo. Puis, en fin d'épreuve, il a décidé d'aller rentrer au puits, changer ses pneus. On lui a mis la gomme tendre et il est allé voler le tour le plus rapide, c'est-à-dire le point, un point important au championnat à Lando Norris. Tu l'as dit tantôt, tu as fait le bilan de ce que ça prenait à Lando Norris, donc on est conscient de ça. Red Bull, on a une écurie sœur qui a été qui a fait pratiquement une flébite, qui a fait des ulcères d'estomac en début de saison à cause de la deuxième écurie. Eh bien, c'est Zach Brown de McLaren. Puis là, il voit une des 4 voitures qui appartient à l'écurie Red Bull lui ravir le temps le plus rapide à un de ses pilotes, un pilote qui se bat au championnat. Donc, ça a dû passer de travers. Puis en plus, moi, j'ai vu ça un peu comme le doigt d'honneur de Daniel Ricciardo envers McLaren qui l'avait Mhm. remercié. Ben, la saison dernière, il avait été remercié par l'autre saison qui avait été remercié par McLaren. Donc, c'était une petite revanche là, de ce côté. Disons que tout allait bien là, pour dire je rends coéquipier je rends service à un ex-coéquipier qui est Max Verstappen. Je remets un peu la bonnette de sa pièce à McLaren. Je gagne un tour le plus rapide à mon dernier Grand Prix. Donc, tout ça ensemble, là, j'ai trouvé que ça a été le moment de la journée pour moi, là. Ouais. Et c'est ça, pour mentionner le tout, c'est Laurent Mekies qui a mentionné
vu que c'est très probablement, comme on l'a dit, la dernière course de Ricardo F1, il l'a Ouais. envoyé en piste avec les pneus soft pour réaliser le tour le plus rapide pour finir sa carrière avec un petit bonus, là. Donc, chapeau. Chapeau à Racing Bulls d'avoir opté pour ça, pour lui donner ce petit moment-là à Daniel Ricciardo. C'est un pilote que j'ai beaucoup perfectionné depuis que je suis la Formule 1, depuis que je le vois sur les Grands Prix. Un très, très bon gars, tellement sympathique, Daniel Ricciardo. C'est dommage de le voir partir, mais écoute, le temps est fait. Le temps est fait. Il faut passer à autre chose à un moment donné. Et je suis content parce que 18e, c'est ce qu'on aurait parlé. Ah, c'est terminé pour lui. Moi-même, je suis parti de l'école de pensée. Il fallait qu'on passe à d'autres choses. Euh, Puis là, il arrive 18e, mais là, finalement, on parle de son tour le plus rapide. Donc, chapeau à Laurent Ouais. Mekies, chapeau à Daniel Ricciardo d'avoir relevé le défi qu'on lui a donné aussi. Tu mentionnes à quel point c'est un gars sympathique. Je m'étais mis une note aujourd'hui que je voulais raconter une anecdote quand même assez rapidement, mais j'ai eu la chance de le rencontrer en 2016. J'avais été invité dans une soirée VIP avec l'écurie Red Bull. À ce moment-là, il y avait aussi l'écurie Renault, tout ça, c'était avec des fournisseurs qui étaient en lien avec l'écurie. Et puis, j'ai eu la chance de jaser un à un avec Daniel Ricciardo, d'avoir des très belles conversations, des conversations intelligentes, non seulement sur la course, mais sur la ville de Montréal, sur ce que ça représente le Grand Prix, ce que ça représente la F1 pour moi, mais pour les gens du Québec aussi. Mais aussi jaser de hockey. Je vous montre un peu là, dans quel sens on est allé dans nos conversations. Ça a duré peut-être une quinzaine, vingtaine de minutes. Super entretien, super bon gars. Puis le point de la soirée, je trouve qu'il représente bien Daniel Ricciardo, c'est pas la conversation que j'ai eue avec ou tous les points. Ça a été très intéressant, mais c'est le fait qu'à la fin de la soirée, lorsque la soirée était terminée, puis qu'on était prêt avec les chauffeurs à ramener les pilotes, ben moi j'étais ailleurs dans la soirée, j'étais en train de faire d'autres choses, j'étais en train de jaser avec d'autres mondes, puis j'ai quelqu'un qui est venu me taper sur l'épaule. Et lorsque je me suis retourné, c'était Daniel Ricciardo qui était là et qui est venu me dire bye avant de quitter la soirée. Donc, il m'a donné la main, il m'a dit de profiter du week-end de course. J'ai souhaité bonne chance pour le lendemain, merde, tout ça. Puis, mais ça, il était pas obligé de le faire. Il aurait pu quitter la soirée. Il était pas obligé de venir me saluer avant de quitter, comme on le fait dans une soirée. Euh, Toi et moi, on va à une soirée ou quoi que ce soit, ben, on va aller saluer les invités, les personnes avant de partir avec qui on a besoin. Mais je pense pas il y avait besoin de le faire. Mais pour lui, c'était naturel de dire, ah, j'ai jasé avec ce gars-là, fait que je vais aller dire bye avant de quitter la soirée. Puis ça, j'ai trouvé que pour moi, je voulais vous le raconter aujourd'hui, pas pour nécessairement me vanter de l'avoir rencontré ou quoi que ce soit, mais juste pour vous montrer à quel point que ce qu'on voit à la télévision, des fois, on a une image de certains pilotes qui peuvent comprendre qu'on fait jouer la cassette lorsqu'on a les caméras devant nous, les médias et tout ça. Mais Daniel Ricciardo, pour ce que j'ai eu la chance de voir, je pense que c'est plus que ça. Je pense que la personne qu'on voit à la télévision, c'est la personne que j'ai rencontrée Mm. cette soirée-là. Donc, super individu, une personnalité incroyable. 3 pôles en carrière, 8 victoires, 32 podiums, 257 Grands Prix disputés. Des moments marquants pour moi, ben oui, bien sûr, il y a eu la rencontre que j'ai eue avec lui, mais avant ça, sa première victoire à Montréal en 2014, mais surtout sa Mhm. dernière victoire chez Red Bull à Monaco en 2018. Tu pourrais la raconter un Ouais. peu, je suis sûr qu'elle est frais en mémoire pour toi, là, qu'est-ce qui s'est produit en 2018 avec des ennuis moteurs, avec un Sébastien Vettel derrière lui, là. Ouais, exactement. Ben écoute, ça a été toute une course. C'est une chance qu'il était à Monaco parce que si ça avait été ailleurs sur un autre circuit, c'était terminé, là. Il perdait la tête du Grand Prix, il perdait cette victoire-là. Euh, Écoute, c'est vraiment, ça a été une maîtrise parfaite. Il n'a pas cédé sous la pression. Puis en plus, 2 ans auparavant, en 2016, il avait perdu cette victoire-là. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Ouais. Martin, en 2016, au profit, on n'était pas prêt chez Red Bull pour son arrêt au puits et Hamilton lui avait passé sous le nez et tout. Il était vraiment en furie. C'est rare qu'on voit Daniel Ricciardo pas de bonne humeur, mais cette année-là, en 2016, il était très, très en colère. Et là, en 2018, ça a été la rédemption pour Daniel Ricciardo et tout. Ça a été vraiment une super course, une super performance, une belle gestion. Pas craqué sous la pression d'un quadruple champion du monde comme Vettel qui le suivait derrière lui. Donc, bravo, ça a été une super performance. Donc, Ouais, oui, il bien. avait pas, Oui, vas-y, vas-y. il avait pas tout son moteur, donc il devait Non, en compenser. plus, C'est exact, ça. Son moteur était, exactement. était sur le bord de lâcher, puis il y avait plus à pleine puissance. Donc, on était obligé de lui demander de couper des options, fermer des choses sur la puissance, mais quand même capable de survivre. Comme tu le dis, Ouais, c'est juste, si c'est pas Monaco, c'est terminé n'importe où ailleurs. c'est Mais là, ça. il savait qu'il se devait de rester au milieu, de pas ouvrir l'opportunité à un gars comme Vettel
qui a des championnats du monde sous sa ceinture. Donc, tout ça, fait que, non, ça, c'est pour moi, c'est la belle performance. Puis, il a mentionné un peu aujourd'hui les mauvaises décisions qu'il a prises, qu'il regrettait d'avoir quitté Red Bull. Bien, cette victoire-là, là, en 2018, c'est la dernière qu'il y a eu avec l'écurie. Et puis après ça, ben, Mhm. il y a eu un passage chez Renault, passage chez McLaren, puis il a regagné seulement une autre fois dans sa carrière. C'était à Monza en 2021. Ouais. Donc, cette victoire-là à Monaco, pour moi, c'est une des plus belles victoires que j'ai vues d'un pilote. C'est une des plus belles aventures aussi un des plus beaux Grands Prix de Monaco que j'ai vu là, que ça donnait de l'action parce que on le savait là, chaque tour c'était une question de centimètres près pour être capable de garder la menace derrière lui. Donc pour moi ça a été ça. Daniel Ricciardo, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur lui avant que je te demande, il nous reste pas beaucoup de temps, je vais te demander quand même ton pilote de la journée avant de te saluer. Sinon, je te dirais Bakou 2017, après être parti de 10e. Ça a été, pour moi, ça a été une autre de ses plus belles performances à Ricardo. Euh, un individu qui va me manquer, un pilote qui va me manquer très certainement. On aura la chance d'en reparler un peu plus aussi, peut-être dans l'épisode du Entre deux courses. Là, on va avoir un mois Mhm. de congé, mais on va être quand même là. Nous, on va vous préparer un bel épisode avec plusieurs sujets. Ben, on pourra en parler. Qu'est-ce qui lui réserve dans son avenir. Je pense qu'il y a d'autres. C'est pas la fin, mais je pense qu'il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir pour lui. Mhm. Et puis, il va toujours pouvoir revenir comme commentateur, ambassadeur de la F1. Ça, je suis persuadé qu'il va être capable de relever ce mandat-là haut la main. Ton pilote de la journée aujourd'hui, ça a été qui? Ben, écoute, sans trop de surprise, j'ai été avec Norris. Oui, il y a eu deux petites frousses au courant de la course, mais une maîtrise parfaite, une maîtrise pratiquement parfaite. On va dire au moins 99% là, si ça n'avait pas été de cette petite erreur-là. Mais sans ça, ça a été pratiquement parfait pour Lando Norris. Moi, j'y vais avec Lando Norris aussi, à cause que c'était pas parfait, mais il y avait beaucoup de pression. On le sait, Aussi. on l'a dit, il n'y a pas toujours. Il avait jamais réussi à vraiment transformer une pole en victoire, ben, du moins à la conserver après le premier tour. Euh, donc, d'être capable de le faire, ça, je pense que c'est un bel accomplissement. Pour lui, il y avait beaucoup de pression. On le sait, il n'y a pas de marge d'erreur d'ici la fin de la saison. Et quand tu as ton rival le plus près au championnat, celui qui est allé avant de toi plutôt qui te suit, mais à ce moment-là, c'est ça. Tu peux pas te faire d'erreur. Il en a fait, c'était pas un sans faute, sauf que les risques, il les a limités. Il a réussi à survivre jusqu'à la fin dans des températures pas faciles, des conditions qui Mhm. sont très, très dures. Donc, à ce moment-là, chapeau à Lando Norris, puis mention honorable aussi à Nico Hülkenberg et à Franco Colapinto. Bien, mon cher Kevin Mhm. Fontaine, je te remercie d'avoir pris le temps encore de venir discuter avec nous pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan et on se donne rendez-vous pour notre épisode entre deux courses dans quelques semaines. Ça a été un plaisir pour celui d'Azerbaïdjan et pour celui de Singapour. Ah, Celui excuse-moi, de ouais, Singapour ouais. aujourd'hui. C'est bien Ouais. correct. Heureusement qu'on a des vacances, on le voit là. Tu sais, On est dû. on est dit, oui, Azerbaïdjan. Singapour, bien sûr. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 23 septembre. Notre prochain épisode sera vendredi le 10 octobre avec notre formule Entre deux courses où je reçois deux de nos collaborateurs afin de discuter des sujets de l'heure dans le monde de la Formule 1. Entre-temps, je vous invite à vous abonner à notre page Facebook, X Twitter ainsi que Instagram afin de rien manquer de l'actualité du sport le plus rapide au monde. Suivez-nous aussi sur Spotify et activez la petite cloche. Question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite une excellente semaine.